Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Alors, je suis sur le stand de Typique Atypique, en face d'Anaïs, qui est plein de choses dans Typique Atypique. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu quelles sont vos fonctions ? Alors bonjour tout le monde, au sein de Typique Atypique, alors je représente l'association avec ma casquette associative et en fait donc c'est une association qui met en avant la neurodiversité. Alors la neurodiversité, ça va être autant de gens qui ont des particularités que d'autres personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement par exemple ou un haut potentiel intellectuel qui ne fait pas partie des TND pour le coup. Okay. Voilà. Des TND ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc les TND, ce sont des troubles du neurodéveloppement. En fait, donc dans l'enfance, on peut remarquer des particularités dans le développement de l'enfant. Et on peut se poser la question, alors ça peut être des particularités sur le plan moteur, sur le plan des interactions sociales, sur le plan cognitif, etc. Et on peut se poser la question, effectivement, s'il y a peut-être là-dessous, s'il n'y aurait pas un TDAH ou un TSA. TDAH, c'est bon ? Oui, ça c'est bon, j'ai le, j'ai le vocabulaire. Alors, Typique Atypique, j'ai plus ou moins compris qui était le public. Plus ou moins, parce qu'on ne peut pas aller dans les détails. Moi, je connaissais pas l'association. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites au sein de l'association ? Quels sont les bénéficiaires et comment pouvoir être bénéficiaire de l'association s'il y a des critères particuliers ? Alors l'association est ouverte à tout le monde, c'est pour ça que Virginie, la présidente, en fait, a appelé l'association Typique Atypique pour vraiment laisser cette liberté d'accueillir au niveau de l'association toutes les personnes, qu'elles soient typiques ou atypiques. Et je ne sais plus votre... Ma seconde question, c'était... Ma question, c'était de savoir... alors, les bénéficiaires, vous me l'aviez expliqué, mais comment est-ce qu'on devient bénéficiaire au sein de l'association ? Est-ce qu'il y a des critères en particulier ? Oui, alors en fin de compte, tout le monde peut venir à l'association pour demander en fait simplement des renseignements, pour se documenter au sujet de la neurodiversité de manière très globale. Après, on peut bien sûr aller beaucoup plus loin, mais tout le monde peut venir à l'association, on peut contacter l'association. On n'a pas de bureau à proprement dit de local dans la région, mais on a bien sûr une adresse mail. Et voilà, Virginie communique très très régulièrement, je dirais de manière presque quotidienne sur les réseaux sociaux. Ma question c'était quelles sont vos actions en tant qu'association, quelles sont peut-être vos orientations même ? Alors pour le coup, on va vraiment prôner l'information, la sensibilisation, l'accessibilité aux données par rapport au TND, à la neurodiversité. On va pouvoir accompagner des familles, on va pouvoir établir de la pérédance. Virginie intervient également au niveau des établissements scolaires, par exemple, ou dans le cadre de groupes d'habileté sociale. Comment s'organise l'association ? Alors, vous avez différentes casquettes, il y a Virginie, mais comment est-ce qu'elle est organisée ? Vous parliez de pérédance, j'imagine une forme d'horizontalité, mais est-ce que vous pouvez apporter plus de précision sur comment cette association fonctionne ? En réalité, à la base, c'était une association régionale. Et en fait, il y a eu une effervescence quand d'autres régions ont vu finalement ce que Virginie, à nouveau, avait mis en place sur le terrain. Et Virginie ne s'attendait pas à autant d'ampleur. D'autres régions ont contacté l'association pour en réalité créer des antennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'association nationale. Et concrètement, sur le terrain, en réalité, les familles vont nous contacter via les adresses mail. Il y a différents référents. Donc moi, pour le coup, je vais être la référente du secteur Strasbourg-Ouest, donc côté Truchtersheim, etc. Virginie plus côté Strasbourg, même si je l'ai rejointe à ce niveau-là. Mais après, il y aura différents référents que vous pouvez contacter selon votre lieu
d'habitation. Voilà. Donc là, je suis accompagnée de Zoé et il se trouve que Zoé, je la connais du programme Grémopass. Et si vous ne savez pas ce que c'est Grémopass, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait sur le trouble borderline et la marche orange en mai dernier. Voilà, vous aurez toutes les informations. Bonjour Zoé. Bonjour. Écoute, je te laisse, parce que Zoé, elle a un super projet dont elle va nous parler. Donc vas-y Zoé, je te laisse nous expliquer tout ça. Alors le projet s'appelle Les Chuchoteurs. À l'origine, c'est né d'une hospitalisation que j'ai faite à 200 km de chez moi et qui a été assez longue. Ah oui, parce qu'on peut dire que Zoé, tu es assez jeune. Oui, j'ai 18 ans maintenant. Donc t'as été là, c'était t'avais 16 ans à l'époque, ouais, j'avais c'est 16 ça, ans, ouais. c'est ça. Et donc j'étais hospitalisée assez loin et ma mère, elle m'a lancé un défi avant l'hospitalisation où c'était un temps un peu incertain. En fait, je faisais rien de particulier, j'étais pas scolarisée, j'étais un peu entre les deux, voilà. J'allais juste à des rendez-vous, bref. Et elle me dit, pourquoi tu ne ferais pas du crochet ? Et elle me lance le défi que je fasse 2 personnages au crochet qui se ressemblent, mais qui sont différents. Et du coup, j'ai créé 2 personnages au crochet, 2 perroquets. Un s'appelle Chabichou et l'autre Miel, parce que le Chabichou, comme le fromage de chèvre, c'est bon. Le miel, c'est bon, mais les deux ensemble, c'est excellent. Et donc, le but, c'est qu'ils soient ensemble. Et donc, il y en avait un qui était avec moi, un qui était avec ma mère, ou avec ma famille en général. Et on les échangeait dès qu'on se voyait. Ensuite est venue la période de l'Avent, où c'est assez dur d'être séparé de sa famille pendant les périodes de fête, tout ça. Oui, et ma mère a eu... quand tu es pas bien, ça doit être difficile. Et ma mère a eu la super idée de prendre en photo les perroquets de façon humoristique tout le temps. Donc, ou dès qu'elle pensait à moi, par exemple, elle passe devant ma boulangerie préférée, elle prend une petite photo. Il y a un anniversaire dans la famille, une petite photo pour montrer l'événement, voilà. Et où elle leur faisait faire des bêtises, comme un paquet de farine qui s'est renversé dans le magasin, elle a mis le perroquet à côté. Oh, il est pas très sage, Chabichou, il fait des bêtises, regarde, il a mis de la farine partout. Et en fait, ça me faisait rire et je voyais la vie qui continuait à l'extérieur. Et parce que quand on est à l'hôpital, c'est une vie artificielle. Elle reflète pas la réalité, voilà. Ah non, on est très très éloigné de la vie réelle. Surtout que j'étais loin géographiquement. Et je suis rentrée quelques fois et tout. Et ensuite, on s'est dit que ce projet nous avait vraiment porté et que ça avait créé du lien. Et que c'était aussi une façon pour les personnes qui voulaient me soutenir, me dire qui me soutenaient, tout ça, mais qui ne savaient pas comment faire, qui pensaient être intrusifs en m'appelant ou des choses comme ça, ou en m'envoyant un message. Ma mère leur disait, prends une photo avec le perroquet et elle verra que tu es présent ou présente. Et ensuite, à ma sortie, on s'est dit que ce projet nous avait vraiment beaucoup porté. J'ai rien à dire. Oh, je sais pas. J'ai rien à dire. Il paraît qu'on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Mais moi, j'y arrive pas. Trop de choses m'ont dépité. Comment faire ce qu'on aime quand rien ne retient notre attention? Trop de blessures s'accumulent, mes démons freinent mon ascension. Il y a bien 2 Serge qui sommeillent dans mon cœur. Quand le premier se sert à manger, le second est en pleurs. Il se tire dans les pattes et c'est moi qui en pâtis. Je n'arrive pas à les gérer par manque de répartie. Ma sœur a beau me dire, mais elle est donc d'accord. Mais moi j'ai du mal, je ne suis pas médiateur. Depuis l'enfance en conflit, je ne sais pas comment on fait pour régler un problème qui ne cesse de gonfler. D'ailleurs, ça m'a gonflé dès les premiers instants. Je préfère laisser tomber comme fier à mon instinct. C'est trop compliqué, surtout quand t'es impliqué. Même le psy n'a pas la solution, il me l'a pas indiqué. Ici, chacun se débrouille, personne n'a le mode d'emploi. On m'a juste conseillé, à toi-même ne mens pas.
Dis-toi la vérité si tu veux hériter de bonheur. Pour moi, la vérité, c'est que je ne kiffe plus me lever de bonheur. Je deviens un homme blasé au fur et à mesure du temps. J'ai fini par me lasser à cause de mes blessures d'antan. Sujet à la déprime, à force de me prendre des prunes. Si ça continue ainsi, je vais y laisser des plumes. Comme je voudrais remonter la pente, ne plus être un pantin. Mais je suis déboussolé rien qu'à l'idée de faire Strasbourg-Pantin. Le chemin me fait peur, aujourd'hui je t'en fais part. Je sais que j'aurai du mal à prendre un nouveau départ. Ouais, j'ai bafouillé un moment, mais... Et à quel point parce que du coup, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais ça vous apportait toutes les deux. À quel point ça a été important? Parce que j'ai l'impression que ça t'a vraiment marqué, quoi. Ouais, du coup, je recevais des photos tous les jours pendant la période de l'Avent et même après parce que ça me plaisait tellement que je voulais pas que ça s'arrête. Ouais. Et je les ai toutes accrochées sur mon mur de ma chambre. D'accord. Et déjà, ça apporte un peu de couleur à une chambre d'hôpital qui est un peu monotone, morne, voilà. Et ça crée aussi de la discussion quand il y avait des soignants qui venaient dans ma chambre. Et je leur disais, ah oui, je leur parlais du projet, tout ça. Ah là, il y a ma cousine, là, il y a voilà, machin. Et c'était vivant. Et aussi, le soir, quand j'avais mon téléphone, parce que je l'avais pas toute la journée, ma mère, elle me disait, t'as eu quoi comme photo? Et je lui raconte, ah oui, j'ai eu cette photo, tout ça. Et elle me raconte l'anecdote, du coup, de la farine dans le magasin, et voilà. Et... Donc le projet s'appelle Les Chuchoteurs. Pourquoi il s'appelle Les Chuchoteurs? Parce que maintenant il y a plein de perroquets. On a le stand de Zoé, je vous le décris rapidement. On a, je sais pas comment on appelle, un groupe d'oiseaux ensemble. C'est non pas une harde, ça c'est sanglier, je crois. François se marre. Comment on appelle un groupe d'oiseaux? Pas volerie, si une volerie. Une volerie? Une escouade, dit Martin. Ça va être vérifié. Donc il y a une escouade de perroquets, ils sont magnifiques, ils sont plein de couleurs. Voilà, c'est le stand des Chuchoteurs. Donc pourquoi les Chuchoteurs? Alors, pourquoi les Chuchoteurs? Parce que en fait on cherchait un nom qui était significatif et on s'est rendu compte que les perroquets ça parle. Et en fait, le perroquet, on a appelé ça un chuchoteur parce qu'il vient à l'oreille et il peut chuchoter des mots doux que seuls nous pouvons entendre quand il y a des petits moments de down parce qu'on est loin de ses proches ou des choses comme ça. Et en fait, ce projet peut être mené pour plein de types d'éloignements, que ce soit un éloignement pour une hospitalisation, que ce soit une hospitalisation pour santé mentale ou physique. C'est vraiment tout. Tout à fait, ouais. Et ça peut être aussi une séparation parce que un enfant part en Erasmus ou que sais-je, des grands-parents en EHPAD, tout. Et on peut le décliner de plein de façons différentes. Est-ce qu'on peut voir ça un peu comme un doudou qui permet de garder du lien? Oui, c'est un objet transitionnel. D'accord. Et du coup, je l'ai créé au crochet. Je suis la seule à les créer. Voilà, et je les propose à l'adoption par la suite pour ceux qui veulent. Bah oui, super. Donc effectivement, vous pouvez, donc les chuchoteurs, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas déjà à les suivre, à suivre l'activité. Vous pourrez les voir en photo. Et si vous le souhaitez, vous pourrez adopter aussi des petits chuchoteurs. Ils sont vraiment très mignons. Et je crois qu'ils ont même des aimants dans les ailes. Ils peuvent se faire dans le nez. Ah, dans le nez, pardon. Des aimants dans le nez, comme ça, ils peuvent se faire des bisous quand ils se retrouvent. Oui, c'est trop mignon. Et ils ont des ailes armées avec du fil de fer pour pouvoir les mettre dans plein de positions différentes et qu'ils puissent être le plus expressifs possible. Ouais, et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'en dehors de ce super beau projet, toi et ta maman, vous êtes assez active sur une question en particulier de la santé mentale, qui est celle du harcèlement scolaire, et que ta maman, si je dis pas de bêtises, elle a participé à la commission. J'y ai aussi participé. Vas-y, je te laisse nous dire. Donc, avec ma maman, on fait partie du collectif Algos Victima qui a assigné TikTok en justice pour dégradation de la santé mentale des jeunes avec de l'incitation à des comportements autodommageables et extrêmes ou qui prônent la minceur, vraiment des choses extrêmes qui sont choquantes, surtout pour un public jeune.
Et donc, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite. Et, par le Parlement ou le Sénat Par l'Assemblée nationale. Ouais. Et nous avons participé toutes les deux dans ce cadre. J'avais vu une vidéo où il y avait ta maman qui témoignait. Et c'est toujours intéressant d'avoir des proches de personnes concernées par des troubles psy. C'est touchant même, qui s'impliquent. Et là, c'est la maman qui veut défendre son enfant, quoi, et qui dit mais pourquoi mon enfant, en fait, il est sur TikTok et il tombe dans un engrenage et une spirale de contenu morbide, et du coup l'algorithme met en avant sans fin, et que si on a des fragilités ou quoi, c'est terrible. Enfin, on est dans un enfermement, c'est extrêmement délétère, quoi. Où en est cette assignation en justice ? Alors, donc, la commission d'enquête a rendu son rapport le 11 septembre. Il y a des propositions de loi qui ont été faites. Après, le gouvernement en ce moment, c'est... Ah bah oui, mais il y avait des préconisations qu'en gros on interdise aux mineurs de moins de 15 ans, je crois, d'utiliser les réseaux sociaux. C'est ça. Donc ça, c'est des propositions, c'est pas encore voté. Ouais. On va voir dans quelle mesure ça sera fait. Et ensuite, l'assignation en justice... Ça traîne un petit peu parce que c'est TikTok France est basé en Irlande, il me semble, et du coup en termes de traduction, tout ça, il faut un peu traîner les choses aussi. C'est une assignation devant la justice française ou la justice européenne ? Justice française. D'accord. Ok, on va suivre ça, mais c'est vrai que ce genre d'affaires, ça prend des années et il vaut mieux qu'il y ait une législation française qui protège d'abord les mineurs, parce que je pense qu'on va, avant d'attendre que TikTok soit condamné, ce qu'on souhaite bien sûr. Oui. Merci beaucoup Zoé. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu n'as pas pu dire, que tu aurais voulu dire ? Non. Est-ce que Martin a trouvé comment on appelle un groupe d'oiseaux ? C'est pas une escouade. Je viens de regarder sur Internet. C'est pas une escouade, un groupe d'oiseaux. J'ai pas trouvé. Il y a soit une nuée, s'ils sont nombreux. Ah, une nuée, oui. Mais là, ils sont pas assez nombreux, à mon avis. Une Je nuée dirais de chuchoteurs. Un groupe. Un groupe de chuchoteurs. Un groupe de congénères. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Zoé. Oui. Ok, super. Alors, je suis sur le stand de l'association Positive Minders avec Noémie, la chef de projet événementiel de l'association. Alors, avant même que je commence à poser les questions et à ouvrir le micro, passionnée, elle me parle de Positive Minders. Donc, je te laisse continuer. Tu étais en train de me présenter en fait l'association, l'intérêt, les objectifs. Moi, j'aimerais partir déjà sur l'origine de l'association. Est-ce que tu pourrais me rappeler l'origine de l'asso ? Alors du coup, Positive Minders, elle a 22 ans cette année. C'est une association qui est un peu ancienne. Et en fait, elle est née d'abord donc les deux cofondateurs sont des personnes proches. C'est-à-dire qu'il y avait dans leur entourage des personnes qui vivaient avec une schizophrénie. Donc en fait, Anne et Jean-Christophe Leroy, les deux fondateurs de l'association, Anne, elle avait un fils qui vivait avec une schizophrénie. Quand la maladie s'est déclarée, en fait, puisqu'il y a toujours des moments où la personne décompense et où là on se rend compte qu'effectivement elle a des difficultés, la particularité du fils de Anne, c'est que du jour au lendemain, il est devenu mutique. Il ne parlait plus, donc c'était compliqué d'échanger. Alors il y a toujours des manières de communiquer, autre que par la voix, qu'ils ont appris ensuite au fur et à mesure. Mais il y avait aussi cette idée que, en tant que proche, on leur disait rien. On leur disait pas comment a été pris en charge son fils, Anne. On disait pas de quelle manière ils pouvaient les aider, etc. Et face à ce constat, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé d'abord une association de proches en Suisse qui s'appelle Lilo, qui est toujours active. Et au fur et à mesure, donc Lilo a plusieurs activités qui sont plus liées maintenant à Positive Minders. Mais à l'origine, donc ils organisaient chaque année ce qu'on appelle les journées de la schizophrénie, qui ont lieu depuis 22 ans pendant le mois de mars. Et donc, en fait, au début, les journées de la schizophrénie étaient organisées
sur donc un petit territoire en Suisse, ça a pris de plus en plus d'ampleur parce que les gens étaient intéressés quand même. Oh tiens, un événement qui est centré sur un seul trouble, c'est intéressant, on n'en parle pas assez, il y a trop de stigmatisation. On va rejoindre ce mouvement, organiser nous aussi des événements. Donc l'association, par ses partenaires, a commencé à grandir en Suisse, puis il y a eu d'autres partenaires dans d'autres pays francophones qui s'y sont intéressés. Donc l'association grandit. Et là, pouf, le Covid. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première année du Covid, du coup, il y a eu 150 événements présentiels qui ont dû être annulés. Mince, l'association vit dans l'organisation des journées de la schizophrénie. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Et donc là, qu'à cela ne tienne, puisque les gens ne peuvent pas venir en présentiel, on va venir à eux via le virtuel. Et là, on a commencé à organiser des webinaires chaque mois. Sauf que les thématiques ne centraient... Alors du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Lilo, du coup, n'organise plus les journées de la schizophrénie maintenant, parce que c'était quand même une grosse machine à la fin, jusqu'en 2020. Il y avait trop de partenaires, c'était trop de travail. Donc Jean-Christophe et Anne ont créé Positive Minders, qui était vraiment à l'origine du coup dédié à l'organisation des journées de la schizophrénie. Jusqu'au Covid, où là, on s'est dit, on va organiser d'autres choses. Donc les webinaires. Et... donc on a commencé à organiser des webinaires et les webinaires ne parlaient pas uniquement de la schizophrénie parce que bon, au bout d'un moment, il faut aussi s'intéresser aux autres troubles. Et donc, on a commencé à parler d'autres troubles, ce qui fait qu'en fait maintenant, du coup, en 2025, on est axé multi-troubles. On s'intéresse autant à la schizophrénie quand même, on continue de coordonner chaque année les journées de la schizophrénie, mais on s'intéresse aussi aux troubles bipolaires, aux troubles borderline, les TCA, la dépression, etc. Avec un focus sur les troubles psy sévères. Parce que en fait, on est parti du postulat quand même que ce sont ceux qui sont les plus stigmatisés. Qui dit stigmatisation entraîne l'autostigmatisation, qui entraîne un retard de prise en charge et un parcours de rétablissement qui du coup intervient plus tard, qui est plus long, plus compliqué, etc. Et donc, on part d'un constat, c'est que les troubles psy brisent la vie de trop nombreuses personnes parce que elles se trouvent démunies, alors que ce soit les proches, mais aussi les personnes concernées, mais aussi les professionnels. Des fois, il leur arrive d'être démunis face à un cas. Et donc, on remonte à la racine, et donc la racine, c'est la stigmatisation. Et on va donc travailler sur déstigmatiser, sensibiliser, informer le grand public, mais aussi partager les bonnes pratiques en santé mentale pour pouvoir en fait transmettre des informations qui soient respectueuses, qui incluent chaque pan en fait de la santé mentale, que ce soit du coup du point de vue du proche, de la personne directement concernée, mais aussi du professionnel, pour pouvoir en fait transmettre et donner plus de visibilité à toutes les actions locales. Parce qu'en fait, Positive Minders n'est pas un acteur de terrain. Parce que au bout de quand même de 22 ans, on a 250 partenaires qui sont répartis un peu dans divers pays francophones. On ne peut pas intervenir partout, c'est pas possible. On a une toute petite équipe salariée et vraiment l'association, les actions qu'elle met en place, c'est grâce aux bénévoles. On a énormément de bénévoles qui sont en fait répartis dans plusieurs pays francophones grâce au fait que la plupart de nos actions sont en virtuel, ça permet d'intervenir à distance. Et c'est grâce à eux, en fait, que l'association continue de développer des actions. Et nous, l'équipe salariée, elle est juste dédiée à... on a des idées, mais ces idées ne se concrétisent que grâce aux bénévoles. Alors, l'idée de Positive Minders, c'est vraiment de fédérer. Donc, si jamais il y a des idées, des envies, des projets que les personnes qui nous écoutent ne savent pas trop comment mettre en place, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'association. Donc, il y a un formulaire de contact sur positiveminders.com et à ce moment-là, on verra de quelle manière donner un petit coup de main, une petite impulsion, parce que l'idée, c'est vraiment de faire un réseautage et de faire se déployer les bonnes pratiques, les regards divers, pluriels, variés et qui sont tous importants à mettre en valeur et de pouvoir aider à porter des projets après aussi en fonction de nos capacités, parce qu'on reste une association, on a des capacités limitées, mais voilà, au maximum, c'est un peu la chef de projet événementiel qui parle, mais du coup au maximum, l'idée sera d'aider en fait à mettre en place des projets sur les territoires. Ok, super, merci. Je vais passer à une autre table. Merci pour toutes ces précisions.
On s'entend pas, du coup on parle comme ça. Ah oui, en fait on fait vraiment discussion. On se tape la discute. Ouais, voilà, t'as tout compris. Ok. C'est bon, on est enregistré. On parle pas dans le vide, super. Donc je suis avec Karine et que je connais parce qu'elle vient de temps en temps au GEMO pour faire du théâtre forum. Et Karine, elle est avec un super projet sur lequel on n'avait encore pas fait de podcast. C'est la Maison de la Santé Mentale qui vient d'être ouverte à Strasbourg. Et oui, la Maison de la Santé Mentale, elle a été ouverte officiellement, elle est ouverte que depuis le 1er octobre. Officieusement, elle a été ouverte depuis mi-avril où j'y suis. Et politiquement, elle a été ouverte en juillet, donc elle a déjà fait 3 ouvertures. Comme quoi, il y a une volonté à s'ouvrir. Et c'est quoi est-ce que tu peux nous parler un peu de ce beau projet, s'il te plaît? Quel est son but? Pourquoi? Déjà, juste la naissance de ce projet, c'est Milly et Marie-Agnès Rieding qui avait porté ça au conseil local de santé mentale à Pierre-Buquel et qui lui ont dit il n'y a pas d'espace pour qu'on puisse vraiment parler de santé mentale et informer les gens et puis pouvoir en parler sans tabou. Au-delà des groupes d'entraide mutuelle où ça se passe, mais c'est vrai que quand il y a les activités au groupe d'entraide mutuelle, les gens se parlent pas de leur mal-être. Ils viennent pas pour parler de nos maladies. Et on parle pas spécialement de nos maladies à la maison de santé mentale, mais on échange quand même beaucoup sur nos troubles, plus que de parler de nos maladies, sur des médicaments qui seraient chiants. Sur des rendez-vous psy et puis ça c'est un premier temps, on parle pas que de ça, on imagine aussi plein de choses à créer pour déstigmatiser, on travaille sur cet axe là donc du coup cette maison elle a 3 objectifs. Un premier qui est la déstigmatisation et le deuxième c'est d'être un espace d'écoute, d'accueil, d'orientation, d'information sur tout ce qui existe justement. Les gens qui sont complètement isolés, je les renvoie vers le GEMO ou des GEM qui sont près de chez eux. Et des gens qui auraient des problématiques d'entente de voix, je les renvoie chez les entendeurs de voix. Je les renvoie. En tout cas, je les oriente vers eux. L'idée c'est d'orienter les gens vers des structures, même si elles ne sont pas institutionnelles, pour qu'ils se sentent moins seuls dans leurs problématiques. Ouais, parce que je crois que c'était aussi un des buts de la Maison de la Santé Mentale, c'était un peu parce qu'on a beaucoup d'assos à Strasbourg et en fait, personne ne peut connaître toutes les assos qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et le but de la Maison, c'est ça, de la Maison. Alors de la c'est Santé. pas que le but, mais le but c'était effectivement de fédérer toutes les associations qui œuvrent bénévolement sur ces sujets de santé mentale, parce que déjà elles travaillent sur des bouts de bar, des bouts de café, des endroits qui sont pas très dignes. Alors c'est déjà difficile de faire du bénévolat, mais là nous on voulait aussi leur permettre d'avoir un vrai espace pour travailler. Ça c'est une autre chose, et puis de travailler ensemble, ça nous amène tous les regards différents avec la richesse que ça apporte, et du coup ça nous permet de faire vivre un peu des ateliers, des événements créatifs qu'on imagine tous ensemble, quoi. C'est super. Donc c'est vraiment chouette. Par exemple là, lundi il y a un atelier sur le burn-out qu'une écrivaine est venue me proposer comme ça. Donc c'est comme on retrouve du sens dans le travail quand on a complètement implosé dans le travail. Donc c'est hyper chouette et c'est que des ateliers gratuits, donc ça veut dire que n'importe qui peut venir y participer. Et ça c'est vraiment chouette. Oui, et puis il n'y a personne d'autre qui fait ça. Enfin à Strasbourg, je vois pas où tu peux aller comme ça gratuitement sans t'inscrire. Pour entendre parler de burn-out, quoi, par exemple. Non, et puis ou alors si, mais il n'y a pas beaucoup de place. C'est organisé par l'hôpital ou par des médecins. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont en rupture de confiance avec l'institution, parce que en tout cas moi j'accueille beaucoup de gens qui ont le lien de confiance avec les médecins, les institutions, il est rompu. Donc il y a quand même ce truc-là que je vois beaucoup. Et l'idée, c'est quand même par l'associatif et par d'autres gens, parce que là, les associations qui sont au sein de la maison, pour l'instant on est 19, mais ça grandit de jour en jour. Et c'est quand même beaucoup de personnes concernées par les troubles qui sont rétablies et qui ont trouvé que dans leur trajet, il y avait des manques. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et qui aujourd'hui se sont donné la peine de créer quelque chose
pour pallier à ce manque. Et c'est déjà extraordinaire leur mission. Donc leur donner un lieu, c'est normal en fait. Et quand tu dis pallier au manque, c'est pallier au manque de la psychiatrie, c'est ça? Pallier au manque de ce qu'il leur a... Ou de la société tout court, oui. Je pense que c'est plus large que la psychiatrie. Je pense qu'on ne peut pas taper sur la psychiatrie comme ça. Je pense que c'est tout un système qui fait qu'ils ne se sont pas sentis en confiance dans l'accompagnement social, dans le travail, dans l'insertion, dans leur vie de tous les jours, quoi. Et je me demandais, parce que c'est toi par exemple, ou c'est des bénévoles, c'est ça qui accueille les gens? Ouais, explique-moi. Alors déjà, on a 19 associations et ça me paraît important de les citer. Oui. Elles sont pour la plupart ici. On a Typique sur la neurodiversité, Au Bon Entendeur sur facilitateur et groupe de parole sur l'entente de voix, TCA Kezo qui travaille sur le trouble comportement alimentaire, les groupes d'entraide mutuelle, le GEM ASPI aussi, Mauvaise Herbe qui sont des jeunes qui sont issus de la maison des ados et qui ont décidé de monter leur propre structure associative et d'œuvrer. Qui c'est qu'on a? On a le CREPSI avec nous, le centre ressources handicap psychique qui est tenu par Sophie Ruchmeyer, RNA avec tout ce que ça comporte d'accompagnement au travail en milieu normal ou non, le CIMOT, par et exemple, tout ça, voilà, exactement. On a Jeff qui fait de l'accompagnement à domicile avec des pères aidants et c'est vraiment une super mission aussi. Je regarde autour de moi parce que je me dis j'en oublie peut-être. Positive Minder, ils sont là en soutien et je vais les présenter leur jeu, donc ils sont là, La Maison Perchée. La Maison Perchée, il y a des membres de chez eux qui viennent réfléchir avec nous sur ce lieu. Il y a un groupe qui s'appelle Ouvrons les guillemets qui fait des groupes de parole sur les violences sexistes et sexuelles qui sont il y a TDPH qui est le trouble diphtérique du cycle menstruel et de tout ce que ça comporte comme trouble derrière. On a l'ATA, l'association des arts thérapeutes d'Alsace. Enfin voilà, on est et puis on a rencontré aussi beaucoup de partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont déjà en place, qui vont pas œuvrer à la maison, mais qui sont des relais et qui viennent travailler avec nous, qui feront peut-être des ateliers avec nous. Enfin voilà, le CIDFF sur les violences faites aux femmes, par exemple, ils sont venus nous rencontrer. Le collectif 360. Enfin voilà, c'est vraiment comment on rassemble tout ce monde à réfléchir à comment on déstigmatise cette question de santé mentale. En tout cas, et puis comment on aide les gens à trouver des ressources pour subsister là-dedans. Et j'ai une question, je me suis demandé comment tu fais si tu as une personne qui arrive et qui est en grande détresse, parce que est-ce qu'on se sent pas un peu démuni quand la personne arrive avec sa détresse et sa douleur? Je sais pas si vous avez, bon là ça fait que plein de fois. Jours que c'est déjà plein de fois. Je suis ouverte depuis avril, j'ai accueilli 500 personnes, donc plein de fois. L'idée c'est que déjà une fois qu'elle a eu le temps et qu'on lui a créé un espace assez sécurisant pour pouvoir poser ça, une fois qu'elle a posé ça déjà elle respire un peu et c'est un peu ça, et après on discute des possibilités d'accompagnement si elle en veut un, on essaye de trouver des solutions et c'est vrai qu'il y a des fois où il n'y en a pas. Mais déjà d'avoir pris le temps de déposer les choses, j'ai une dame qui n'avait pas sorti de chez elle pendant 4 mois, qui est venue me voir. Elle n'avait vu personne, aucun humain pendant 4 mois. On a passé un temps, on a fait un atelier, on a dessiné, elle a raconté pourquoi elle voyait personne, enfin voilà. Et elle est ressortie avec le sourire. Et moi, déjà, quelqu'un qui ressort avec même un semblant de sourire, c'est déjà énorme. Bah oui. Et est-ce qu'il y a un moyen parce que j'imagine ils sont en rupture avec le monde médical. C'est ce que tu me disais, que beaucoup sont en rupture avec le monde médical, mais j'imagine qu'il y en a qui ont quand même besoin de soins. Oui. Comment elle se fait cet accompagnement vers du soin, vers du soin. J'ai aussi remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont très sur la psychiatrie et qui ont oublié qu'il y avait les psychologues qui étaient aussi un renfort. C'est-à-dire qu'on peut aller sur la psychiatrie et partir sur du soin médicamenteux, mais il y a aussi comment on travaille sur les causes et comment on aide ces gens à déconstruire et à faire le tri dans ce sac de nœuds qui est parfois qui n'a jamais été touché, quoi. Et qui les a fait imploser plusieurs fois et donc
comment aussi on peut trouver d'autres relais professionnels que le psychiatre, parce que c'est déjà dur d'avoir un rendez-vous chez un psychiatre. Et oui, on va sur d'autres billets, en tout cas. On les oriente vers d'autres billets. Et puis des fois, ça suffit aussi d'être juste passé là. Ouais, ça leur fait du bien. Moi, j'en ai qui reviennent me voir, ils me disent merci, qui viennent me faire des bisous, qui passent à la maison juste pour venir me faire un câlin et me demander comment je vais et me dire qu'ils vont mieux. Ouais. Et donc, qu'ils ont entamé ce qu'on avait dit et qui font ça et que ça les aide et que, enfin voilà, c'est comment on crée un esprit communautaire de soins sans que ça soit un lieu de soins. Oui, c'est vraiment super. Je peux te demander, c'est quoi ta formation ou tes personnes concernées ou pas? C'est quoi ma déformation? Alors ma déformation professionnelle, par la conseillère de désorientation, comme tout le monde, qui m'a dit oh là là, tu parles beaucoup, tu vas faire du commerce. Mais non, mais moi je veux devenir assistante sociale. Et donc ils m'ont quand même mis dans le commerce. Enfin, bref, moi je suis personne concernée par le trouble de la personnalité borderline et j'ai œuvré pendant 20 ans dans le milieu de la free party, à faire de la réduction des risques et à faire de l'accompagnement sans le vouloir et sans le savoir. D'accord. De l'accompagnement tel la pérédance, quoi. Oui. Et puis un jour, j'ai appris que la pérédance, il y avait un terme qui existait pour ça. Ça existait, c'était même un métier. Ouais. Mais j'ai pas eu envie d'aller faire la formation de pérédant parce que quand je suis à Paris en plus. Non, mais au-delà de ça, on m'a emmené dans l'hôpital et on m'a dit c'est là que tu devrais travailler. Et j'ai dit non, mais en fait, moi, je veux plus aller à l'hôpital. Ouais. Donc, j'ai réfléchi à oui, la pérédance c'est super, mais il y a plein d'autres structures qui ont besoin de pérédance. Et comment on fait la promotion de cette pérédance au-delà du diplôme et de l'institution et comment on valorise ça comme vraiment un accompagnement complémentaire aux soins. Oui. Et du coup, j'ai travaillé avec Véronique Fries et Virginie Bouslama sur la fiche action territoriale de la pérédance au niveau du projet territorial de santé mentale au PTSM. Et on est en train de porter ça pour faire un tract, pour faire la troupe de théâtre forum de pérédance, pour faire un colloque peut-être de la pérédance. Comment on informe les gens, parce que je discutais avec 2 assistantes sociales de l'EPSAN la dernière fois et je disais oui, la pérédance c'est comme un mythe, comme ça, c'est comme une licorne on sait que ça existe mais on la trouve pas. Pourtant, enfin moi je revois ici on la trouve, mais ce que je veux dire à l'hôpital, on parle de pérédance et où? C'est qui? C'est quoi? C'est où? Donc nous l'idée c'est quand même qu'on fasse un tract qui va donner toutes les formes de pérédance, parce que la pérédance ne prend pas que la forme institutionnelle, elle prend la forme d'atelier, de groupe de parole. C'est vrai qu'il y a plein de formes différentes de père aidant. On connaît tous les deux, par exemple Loïc, qui intervient qui travaille dans le programme au Grémo pour Borderline. Après, il y a des pères aidants qui travaillent au GEF, donc qui vont aider d'autres personnes concernées, mais plus dans un accompagnement au quotidien. Il y a les pères aidants de GEF qui vont à domicile. Et il y a les facilitateurs de groupes de parole, et enfin voilà, tout ça pour moi c'est de la pérédance. Et on dit aussi que rien qu'au GEMO par exemple, en fait entre nous, parfois on s'aide en fait, c'est selon, parce qu'on n'a pas tous les mêmes troubles, on n'en est pas forcément au même stade, certains plus en difficulté que d'autres, donc on s'entraide quoi, voilà. On a presque terminé de toute manière. Je crois, Karine, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose ou peut-être nous parler de cette journée En tout cas, cette journée, elle rassemble tout le monde et elle est dans un lieu militant très important. Je rappelle, on est au Molodoy. Qui a fait pour moi un gros travail de pérédance. D'accord, ici. C'était ta pérédance. Non, c'était pas ma pérédance, c'est un lieu de pérédance. D'accord, ok. Parce que c'est plein de gens qui sont écorchés et qui n'ont pas envie d'aller dans des lieux de consommation et qui créent des choses. Et ce lieu, c'était important qu'on le fasse ici. Enfin, voilà, ce lieu, il est fief aussi de grandes réflexions et il y a une fanzinothèque, il y a des cours de boxe de self-défense pour les femmes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi. Donc en vrai, le lien, il était évident pour moi. Je voulais rajouter ça. Et puis la maison de santé mentale propose plein d'ateliers et plein de choses et venez quoi. Venez à la maison de la santé mentale. Voilà. Et puis proposez aussi, si vous avez envie de proposer des choses qui vous ont aidé dans votre trajet, on peut le construire ensemble. Voilà. Ok, merci beaucoup.
Voilà, nous sommes à la fin de nos interviews pour la réalisation d'un podcast au sujet de cette journée de la santé mentale au Molodoy à Strasbourg ce 16 octobre 2025. Nous avons interviewé plusieurs associations et donc j'espère que les auditeurs seront très intéressés par ces interviews et auront appris quelque chose. Donc nous allons vous dire au revoir. Et toi Charlotte? Bon, je vais faire bref. Je vais juste dire que c'est toujours très chouette et stimulant de rencontrer autant de personnes concernées et acteurs de la santé mentale, et que voilà, il y a beaucoup d'émulation, alors je vais dire un mot un peu qui va faire rire François, mais il y a beaucoup de synergie, je trouve. Voilà, donc c'est plaisant et on espère qu'on a réussi à vous transmettre un peu de ce bouillonnement. À bientôt. Au revoir. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que c'était un super moment aussi à être derrière les platines et d'enregistrer. Et un merci tout spécial justement à Karine et à la Maison de la Santé Mentale de nous avoir accueillis ici pour réussir à réaliser ce podcast. Bravo à toutes et tous. Vous entendrez aussi les interviews de Rosa qui s'est baladée un peu à droite à gauche. Au revoir. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.